Joey, do you like movies about gladiators? Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. En direct de Paris, je suis votre hôte Jean Weber, Podcastus Maximus, et mon dîner de combattants se compose de... Irina Ninova, la reine de l'arène. Philippe Sedbon, Ave César, ceux qui vont podcaster te saluent. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Gladiator sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes cinébuddies, pour descendre dans l'arène, affronter Gladiator 2000, réalisé par Sir Ridley Scott, l'an 2000, année dominée au box-office par Taxi 2, eh oui, c'est pas de ma faute, Ne tuez pas le messager, pour rester dans l'Antiquité, et Le Sixième Sens, I See Pot People. Cette année voit également naître personne de vraiment intéressant pour l'instant, et s'éteindre 3 géants de l'acting, Vittorio Gassman, Walter Matthau et Sir Alec Guinness. Mais laissons sans plus tarder la parole à Philippus Sedbonus. As-tu déjà vu des films de gladiateurs, mon petit ? Qui nous raconte en quelques mots le film, le fameux pitch, comme si nous étions un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre 2 étages. Maximus est un général romain, héroïque, admiré de tous, et à qui l'empereur mourant, veut céder son royaume, c'est-à-dire Rome. Seulement le problème, c'est qu'il meurt sans témoin et que c'est son fils, Joaquin Phoenix l'immonde, qui hérite du royaume et veut faire exécuter Maximus, c'est-à-dire Russell Crowe, pour pas lui faire de l'ombre. Mais Russell Crowe a de la ressource, on le sait, et il va devenir le champion des gladiateurs et finir par se retrouver en face de son ennemi juré. Parfait, je lève mon pouce. Et maintenant, c'est à l'impératrice Irina de nous raconter la genèse du film. Let the games begin! Eh bien, mes chers amis, nous allons plonger dans une aventure cinématographique épique de Gladiator. Tout commence avec le producteur David Franzoni, l'artisan des premiers ébauches du scénario, qui était remarqué grâce à son travail sur Amistad de Steven Spielberg. Et DreamWorks, ébloui par son talent, lui ouvre ses portes. Alors toutefois, la véritable alchimie surgit quand Franzoni plonge dans l'histoire tirant son inspiration d'une nouvelle de Daniel P. Mannix. Avec la rigueur d'un archéologue, il fouille l'histoire auguste, dénichant Commode, empereur romain trouble et complexe, comme personnage central. Et voilà la première pierre à l'édifice du pivot autour duquel se tissera cette épopée. Et c'est là qu'entre en scène Ridley Scott, notre réalisateur visionnaire. Fasciné par le tableau police verso de Jean-Léon Gérôme, Ridley Scott voit en cette image le souffle d'aventure épique et il fait appel à John Logan pour un toilettage en règle du script de David Franzoni. Et après moult retouches, des virages scénaristiques, un monde, un mouvement prend forme. Voilà, toutefois, l'histoire est en perpétuelle métamorphose. William Nicholson, réalisateur, écrivain et scénariste britannique, fait une entrée en matière et apporte une nuance d'émotion au personnage de Maximus. Nicholson travaille ce personnage pour lui insuffler une profondeur. Mais Franzoni, ne laissant rien au hasard, joue son rôle de producteur et défend farouchement sa vision. Et maintenant, une note de symphonie du destin, Mel Gibson, C'est mieux, Mel Gibson. Mel Gibson, pressenti pour incarner Maximus, devra laisser sa place à Russell Crowe. Et pourquoi ? Parce qu'il est déjà engagé sur le tournage des Patriots. Voilà, c'est un coup du sort qui mène Crowe vers le devant de la scène. Et là, je passe la parole peut-être à Philippe. Sedbon, pardon. Mais je suis emmerdé parce que je me rends compte que j'ai revu Caligula, en fait, avec Malcolm McDowell. Ce qui nous amène sans plus tarder à Philippe, gladiateur du podcast, qui nous parle un peu plus de l'étonnant casting du film. Le grand étonnement, c'est Russell Crowe, parce qu'il était quasi inconnu. Moi, je l'avais revu très jeune dans un film qui s'appelle Rumper Stomper, où il joue un néo-nazi. Formidable. Et c'est un acteur néo-zélandais qui a fait pas mal de films avant Gladiator, quand même. Il avait fait surtout LA Confidential,
qu'il avait révélé au monde. Où il était génial quand même. Où Hein. il était extraordinaire, Ouais. parce qu'il jouait à la fois une brute et quelqu'un de sensible. Enfin, c'était assez étonnant. Et pour Gladiator, il joue ce fameux général Maximus, qui est présenté comme une brute et un meneur d'hommes, lui aussi, là encore, avec un physique assez épais, un regard impassible, etc. Ouais. Et effectivement, il va s'avérer beaucoup plus sensible que ça, parce qu'il aime sa femme et son enfant. Il rêve que d'une chose, c'est de retourner les trouver en Italie. Ouais. Mais ça va, hélas, se précipiter, et il ne reverra jamais sa femme et son fils, qui sont exécutés par l'ignoble Commode. Ouais. Je tiens à préciser quand même qu'il est ignoble, quand même. Non, c'est vrai. Bon, ensuite, pour parler de Commode, parce qu'il faut quand même en parler, il est joué par Joaquin Phoenix, Ouais. qui est le frère de River Phoenix, C'est ça. et qui joue là, je pense, le plus infect méchant de toute l'histoire du cinéma, en particulier à la fin, quand il doit affronter Gladiator dans l'arène, et qu'il le blesse quasi mortellement avant le combat, sans que personne le sache. Ce qui est comme une trahison comme j'ai jamais vu au cinéma. C'est vrai, il est basé sur un véritable empereur qui a affronté lui-même les gladiateurs dans l'arène, mais il n'est pas mort comme dans le film, il est mort étouffé dans sa baignoire par un gladiateur justement qui voulait prendre sa revanche. Mais tu parlais de Mel Gibson, il y a d'autres acteurs qui ont... qui ont voulu également, qui ont été pressentis pour le rôle. Tu sais qui, Irina ? Oui, pour le rôle de Commode. Non, pour le rôle pour d'abord le rôle de... Pour le rôle de Maximus. Croc. Ah Ouais. oui, il y a eu Antonio Banderas, Voilà. il y a eu Hugh Jackman, il y a eu Tom Sizemore, et chacun Oula. suggérait sa version pour endosser ce J'imagine rôle. Tom Sizemore déchiré à l'héroïne dans l'arène. Voilà, mais bon, Russell Crowe semblait être le meilleur pour incarner ce personnage. Ouais. Et donc aussi, il y a eu une course au rôle pour le personnage de Commode et de Lucilla. D'accord, mais avant, je voudrais parler un petit peu de Russell Crowe qui voulait pas faire le film au départ, puisqu'il avait pris 40 pounds pour faire The Insider, à mon avis le meilleur film de Michael Mann, et il est hors de question qu'il se mette à perdre du poids, et puis pour lui, le péplum, qui est un genre qui était mort donc dans les années 60-70, Spartacus datait déjà de 1960, et c'était déjà un petit peu tard pour ce genre de film, voulait pas faire le film, et tout d'un coup, Michael Mann le prend à part un soir et lui dit « Mais tu sais, mon gars, Ridley Scott, c'est quand même un des plus grands metteurs en scène du monde. Hein. Tu ferais bien de lire ce script, petit bonhomme. » Il lui parlait de façon un petit peu comme ça, très populaire. Mais donc, Crowe lit le script et finit par accepter. Il fait beaucoup de rewrite sur le script parce qu'il n'y a pas beaucoup de script, en fait. On se rend compte au départ, Philippe. En tant que péripétie. Ouais, c'est-à-dire qu'ils arrivent Non. avec 30 pages de scénario, je Oui, crois, sur de le toute façon, plateau. Ouais. l'essentiel se passe au début. Ouais. C'est la déchéance de Maximus, la trahison de Commode. Ouais. Après, le reste, c'est l'ascension très lente et très progressive de Russell Crowe sur l'arène, qui devient C'est le ça. roi de l'arène. Et avant, etc. il rajoute cette thématique du western qu'on voit également dans Baby Cart ou Road to Perdition, qui est ce type qui va venger sa famille assassinée, si tu veux. Ouais, c'est une histoire magnifique. Hein. Je pense que c'est une des meilleures et une des plus belles histoires de cinéma que j'ai vues. Parce que moi, je suis fan de ce film, j'ai regardé 4 fois. Ah ouais, nous Je tous vous dans avoue, l'équipe, ouais. bien sûr pour Russell Crowe, évidemment, parce que je le trouve formidable Il est magnifique, et ouais. magnifique. Voilà, très très beau dans ce film, très, Ouais. très viril. Et Commode, alors il y avait d'autres gens qui... Et Commode, il y a eu d'autres gens aussi qui étaient pressentis pour le rôle. Par exemple, Jude Law, Ouais. qui était le premier choix pour Commode. Et aussi pour le rôle de Lucilla, Jennifer Lopez était en tête de liste. C'est drôle. Mais Ridley Scott voulait Joaquin Phoenix, avec qui il finirait par faire Napoléon, là, qui sort ces jours-ci. Et Joaquin Phoenix était très, très intimidé par ce plateau, parce qu'il était tout jeune, il avait une vingtaine d'années, et il s'est retrouvé face à tous ces professionnels, et il pensait qu'il n'était pas à la hauteur, il voulait même arrêter le rôle, et il s'est mis à manger comme un cochon. Et Ridley Scott s'est rendu compte au rush qu'il devenait de plus en plus gros au fur et à mesure du film. Et il l'a pris à part, un peu comme Michael Mann avec Russell Crowe. Il a dit, viens ici, mon petit bonhomme. Il était également un petit peu familier avec lui lui. parlait comme ça aussi. Ouais. Tu te fais bien. Tous les metteurs en scène parlent comme ça. Jean y était, donc il sait de quoi il parle. Il a dit, viens, mon petit gros, viens ici. Et donc Joaquin arrive, il lui a dit, mais moi, je suis un empereur, je suis un petit hamster grassouillé. C'est les mots qu'il a utilisés. Et Ridley Scott lui a dit, non, mon petit bonhomme, ça suffit. Tu vas commencer à faire un régime comme Russell et tu vas éviter la table régie et la cantine et arrêter les breakfast burrito le matin. Il avait 26 ans quand il a tourné le film, pas Ouais. 20 ans. Non. Et il aimait J'ai dit beaucoup. une vingtaine d'années. donc. Une De vingtaine source d'années, oui. sûre, je sais qu'il adorait les breakfast burritos. Bah voilà, peut-être toi aussi qui étais sur le J'y plateau. étais. Ah ouais, vous avez les mêmes goûts alors. Tu étais sur le plateau aussi. Je suis entourée par des stars aujourd'hui. Donc effectivement, Christopher Plummer était pressenti pour le rôle de Marcus Aurelius, rôle qui irait au grand Richard Harris. Parce qu'il y a deux générations d'acteurs qui s'affrontent dans l'arène d'une certaine manière, qui sont ces acteurs anglais d'une autre époque,
époque, ou Les- irlandais. Oui, les jeunes hommes en colère. Voilà, exact, voilà, magnifique. Et en particulier, Oliver Reed. Tu peux nous parler un peu d'Oliver Reed Oliver Reed était pressenti. Bah, je suis Non, absolument Oliver pas au Reed courant. est engagé dans le film. Ouais. Tu- Il fait le chef des gladiateurs. Ah, mais oui, mais Oliver Reed, et malheureusement, on trouverait l'a la perdu. mort. Voilà. On l'a perdu sur pendant le le plateau. tournage. Exactement. Voilà. Et cette perte était tellement irremplaçable qu'on a dû reconstituer l'image d'Oliver Reed Ouais. numériquement. Il y a Ouais. à peu près plusieurs, je ne sais plus combien de minutes de reconstitution Incroyable. d'images d'Oliver Reed. Et en fait, il était adoré par l'équipe. Il paraît que c'était vraiment Ouais. un acteur génial. Ouais. Et je sais que l'équipe pratiquement lui a dédié ce film. C'était un très grand alcoolique. C'était un- Tu parles des jeunes gens en colère, c'est effectivement comme Richard Harris, comme Peter O'Toole, tous ces gens Ouais. qui buvaient légendairement tout le temps. Pour Et il revenir, est un- attends, excuse-moi, pour Ouais. revenir sur les retouches d'images, moi j'ai bien regardé cette fois-ci Ouais. qu'est-ce qu'ils ont fait. En fait, il y a 3 séquences importantes où ils ont pris des plans d'autres séquences qui avaient Ah, déjà c'est ça. servi. Voilà. Ils ont inversé l'image Ouais. pour qu'on ne reconnaisse pas vraiment le plan. Ils ont mis des ombres dessus. Ah, c'est drôle. Des ombres de barreaux, des fois, des Ouais, choses ouais, comme ouais. ça. C'est vrai. Pour faire croire mais on reconnaît quand même les plans et les surimpressions sont pas top comme maintenant, comme on Ouais. fait Et maintenant. ils se sont retrouvés comme avec Brandon Lee qui mourait sur le corbeau. Mais Oliver Reed arrive sur le plateau et jure à Ridley Scott qu'il va plus boire, qu'il est sur le wagon, tu vois. Et un soir, il sort, il rencontre une bande de marins dans une taverne à Malte. Il commence à se déchirer la gueule et il meurt. Et c'est là qu'ils sont vraiment dans la merde. Mais il est magnifique. On a du mal à imaginer un autre acteur pour jouer le rôle de ce chef de gladiateur. Voilà, parce que le seul Absolument. regret qu'on peut avoir en voyant le film, c'est la scène de sa mort, où il est doublé par quelqu'un, il est de dos en plan large, avec les bras levés comme ça, Ouais. et le type ne ressemble absolument pas à Oliver Reed, même de dos. Ce qui est quand même spectaculaire, tu vois. Ouais. Irina, il y a également Jimoun Hunsu, qui est formidable, Ouais. qui fait ce gladiateur africain-américain, qui rappelle un peu le personnage de Woody Strode dans Spartacus, parce qu'on voit il y a beaucoup de points communs avec Spartacus. Des scènes entières de Spartacus se retrouvent Ouais. quasiment dans le film. On sait à quel point Ridley Scott est un énorme fanatique de Kubrick. On a vu ce matin dans l'émission sur Blade Runner qu'il avait même pris des images au Shining pour son Blade Runner. Et là, c'est sa façon de relancer le péplum et de rendre hommage à Spartacus. Et d'ailleurs, il y a un clin d'œil très visible à la fin, quand... non, mais pas à la fin, c'est quand Gladiator retrouve sa femme crucifiée chez lui avec son enfant, Ouais. et qui pose les mains sur les pieds de sa femme. C'était le plan final de Spartacus. Ah bah voilà. À part que là, c'était Spartacus qui était crucifié, et sa femme posait les mains sur ses pieds. Ouais. Dans cette ancienne génération d'acteurs anglais, il y a aussi Derek Jacobi, Qui joue aussi dans le film. ouais, qui est formidable. David Hemmings, David Hemmings, qui est méconnaissable, David Hemmings. Ouais. Il ressemble au personnage dans la série XOBX qui dit « Orgie, nous voulons des orgies !» Tu te rappelles. Exactement. Exactement. Mais il a une perruque étonnante. Tu sais, c'était le jeune homme de Blow Up, de Antonioni. Ah, c'était lui. C'est lui qui a cette perruque rousse et qui devient cette espèce de battleur d'arène. Ouais. Et c'est difficile de le reconnaître quand même, t'as vu? Absolument impossible. Ouais. Et Derek Jacobi fait un truc formidable que j'adore quand les acteurs le font. Irina, tu es une actrice, tu vas pouvoir nous le dire. Les acteurs, tu sais, quand ils doivent manger à l'écran, ils mangent pas vraiment, ils font semblant parce qu'ils ont 10 prises à faire et ils peuvent C'est pas. une tannée, Voilà. cette histoire. Alors que Derek Jacobi mange des noisettes ou je sais pas quoi, ou des pistaches à un moment dans une de ses scènes et il s'en sert parce que là, les grands acteurs savent se servir de la nourriture. Mais tu sais très très bien que le seul qui mange vraiment sur le plateau, c'est Gérard Depardieu. Depardieu, c'est ça. Et Brando aussi. Il y Brando avait- aussi. Il tourne en Angleterre, il tourne à Malte, comme on a vu. Les batailles sont influencées par le soldat Ryan. On a cette même image désaturée, tu as Ouais, vu. avec des petits, Ouais. tu as remarqué des petits trucs dans l'air qui Ouais. flottent comme des cendres ou quelque chose, Ouais, qui c'est sont là vrai. en permanence sur les batailles. Il tourne au Ouais. Maroc aussi, je crois, et dans une Ouais. forêt en Angleterre aussi. Ouais, c'est l'histoire de la forêt en Angleterre, c'est Ah ouais, ouais. invraisemblable. hein. Raconte-nous, ouais. Ouais, parce que bon, là, ça, on plonge directement dans la bataille des forêts de Germanie. Elle est tournée en 3 semaines à Bourne Woods, près de Farnham, en Angleterre. Ouais. Donc, et Ridley Scott, qu'est-ce qu'il fait? Il réussit l'impensable. En fait, il convainc la commission des forêts de Royaume-Uni de lui laisser brûler cette forêt pour Incroyable. tourner cette fameuse scène de bataille qui ouvre le film. Ouais. C'est quand même invraisemblable. At my signal, unleash hell. Il y a des grandes répliques. Ouais. Oui, tu as raison. En plus, il y a les tournages au Maroc, dans les studios d'Ouarzazate. Voilà, et c'est là où a été tourné Star Wars Azat. Star C'est Wars. bon. Bravo. Oh, eh bien, Mais à Malte aussi, il y a ces grands plateaux. Il paraît que c'est les plus grandes cuves à eau. Alors, toutes les rues d'Europe. de Rome étaient tournées à Malte. C'est ça, voilà. Avec un énorme renfort numérique Exactement. pour créer tout ce coliséum et rajouter pour la première fois des figurants numériques.
Ça s'était pas Tout vu à avant, fait, parce qu'on c'était est la à, première fois. on est à 6 ans à peu près de Jurassic Park, qui est officiellement une des premières fois où on a utilisé véritablement. Avant Jurassic Park, il y a un film qui a utilisé le numérique, le jeune Sherlock Holmes, où il se battait contre un chevalier qui sortait d'un vitrail. Oui, c'était pas... Bon, ils ont fait des progrès. Ouais, depuis, ils ont fait des progrès. Oui, de 19 semaines de préparation à Malte, hein, quand Wow. même. Ce Colisée dont tu parles tout à l'heure. Hein. Incroyable. La réplique grandiose, elle surgit de la poussière maltaise. Il y a 15 mètres de plâtre et de contreplaqué. Ouais. Et le reste est ajouté numériquement. $1 million et plusieurs mois de construction pour donner vie à ce C'est fou. spectacle. Et des mois de storyboard. Ridley Scott est un dessinateur, comme Terry Gilliam, et il dessine ses storyboards lui-même. D'ailleurs, c'est souvent des petits personnages de filiformes, tu vois. Mais là, ils ont des mois et des mois de storyboard, et ce fameux tableau dont tu parlais sur le pouce qui symbolise l'arène. Mais ils ont toujours pas de script, et ils se retrouvent à écrire le script. Et ça, on le sent pas beaucoup au film, finalement. Non, on Ouais. le sent pas du tout. Mais Il y, je a, pense il que y a des petits fléchissements, si tu regardes bien. Moi, je l'ai vu beaucoup de fois, le film. Ouais. Il y a 2-3 petits fléchissements. où Il y a des longueurs, ouais. Quand tu vois arriver certaines scènes, tu fais, bon, allez, il faut se taper cette scène avant de... Voilà. Ouais. Mais il n'y en a pas beaucoup. Non, c'est vrai. Et Joaquin a 25 ans, effectivement, sur le film. Russell Crowe s'entend très bien avec Richard Harris et pas avec Oliver Reed. Oliver Reed, c'était un accapareur d'attention. Ouais. Et quand il n'arrivait pas à accaparer l'attention, il baissait son froc. il pouvait. Mais Crowe est malheureux sur le plateau, effectivement, parce qu'il n'y a pas de scénario, parce que c'est un tournage difficile, il se blesse beaucoup, et c'est un acteur volatile. Il aurait cette réputation d'acteur difficile, il la prendrait sur Gladiator. Après, on voit qu'il était dans les hôtels, il jetait son portable sur le réceptionniste, et ça c'était difficile. Et ces jours-ci, il y a une espèce de renaissance de Russell Crowe, où il est magnifique, je trouve, dans L'Exorcisme du Pape. Ça a commencé avec Unhinged, et un peu avant avec The Nice Guys, tu sais, tu l'as vu celui-là, Irina, The Nice Guys. C'est celui avec ton chéri Ryan Gosling, Ken. Ah oui, Ouais. oui, bien sûr, je vois de quoi tu parles. Où il montre, c'est un film de Shane Black où il montre tout d'un coup qu'il est un comique, il est drôle, et maintenant il ressemble à Bud Spencer et il est réjouissant. Je veux Ah, il dire, est magnifique, Ouais. il est très très gros. il a toujours son charme, ouais. Il est toujours très charmant. Mais c'est magnifique ce qu'il fait, parce que c'est un truc que le public accepte complètement. Ouais. Le fait qu'il ait doublé de volume en 10 ans. Mais il a réussi ce passage qui n'est pas facile chez un acteur. Je dis après la traversée du désert, moi c'est la traversée du dessert, et c'est ce qu'a fait Jean Gabin ou Robert Mitchum qui ont tout d'un coup ont établi une deuxième personnalité dans leur carrière, ce qui a un peu raté Depardieu dont tu parlais. Alors que eux, on les accepte tout d'un coup en gros vieux monsieur, et ça devient une autre couleur. Bah, Marlon Brando aussi. Marlon Brando, c'est un peu plus délicat, mais effectivement, il a réussi, au moins jusqu'au parrain en tous les cas, à établir ce deuxième acte dont c'était F. Scott Fitzgerald qui disait « Il n'y a pas de deuxième acte dans la vie d'un Américain ». Or, Russell Crowe, il s'en fout, il est australien. Voilà. Ouais, donc il se fait blesser, il y a des tigres sur le plateau, ce qui est toujours charmant. Ah ouais, l'histoire des tigres numériques. Ouais, Et en Les peluche. tigres Et en peluche. rugissants à l'écran. incroyable. Ah, ils sont pareils, oui, effectivement. C'est l'œuvre de l'équipe des Mills, Ouais. l'équipe des effets spéciaux. Ouais. Et ouais, effectivement, ils sont tournés sur le fond bleu. Et aussi bien que des salles de flèches qui sont enflammées dans la scène de l'ouverture. Ça aussi, c'est rajouté numériquement. Et pour contourner les règles de sécurité de tournage, voilà, ils ont dû faire quand même beaucoup de concessions du point de vue numérique. Il y a aussi, 2000 figurants, qui est aussi l'œuvre numérique des 1000, Ouais. en 3D. Émile, c'est un seul mec Des 1000. Ah ouais, pardon. Des 1000. Des 1000. La J'étais société. très copain avec lui Voilà. sur le tournage. Alors, un Un post-prod. seul mec qui s'appelle Émile qui fait tout. tu sais. Non, mais vraiment, un post-prod, il y a 90 scènes à peu près visuelles qui étaient Ah ouais, c'était assez rajoutées. rare à l'époque. Hein. Près de 9 minutes de numérique. Musique sublime de Hans Zimmer, Elisa Gerhardt. Lisa Gerhardt qui ferait également cette merveilleuse musique un peu comme un muezzin qu'on retrouve dans The Insider de Michael Mann. Et le film est un énorme succès au box-office puisqu'avec un budget de $100 millions à peu près, il en remporterait 500 millions à travers le monde. Et jusqu'à aujourd'hui, ça reste un film qui existe dans la mémoire des gens et qui ferait effectivement de Russell Crowe une énorme star. Meilleur film aux Oscars, c'est quand même pas rien. Meilleure musique aussi, de Golden Globe. Exactement. Il y a un truc qui est intéressant, c'est la façon dont il traite les athlètes. Tu sais, Are you not entertained? Quand il est dans l'arène, ça fait penser au football américain ou au baseball ou au basketball aujourd'hui avec ces athlètes qui sont stars. Et on avait ça un petit peu dans Rollerball, tu te rappelles? Où il y avait ces types qui étaient... J'aime beaucoup le moment, tu sais, où tout d'un coup le Spaniard, parce que personne connaît son nom, au début il se fait appeler l'Espagnol, Ouais. Spaniard. Ouais.
le moment, en fait, c'est symbolique, c'est-à-dire le moment où il devient une star de l'arène, c'est-à-dire il tue tout le monde et tout le monde se met à l'applaudir et à crier Spagnard, Spagnard, etc. En fait, c'est le moment où Russell Crowe est devenu une star aussi. Ouais. Tu vois, c'est cette scène-là qui a fait de lui une C'est star. drôle, c'est exactement comme C'est quand... drôle cette allusion. Ouais, comme quand Michael Corleone dans Le Parrain tue Sterling Hayden, c'est le moment où il devient le parrain et le moment où il devient une star. Exactement. C'est la même chose, ouais. Mais c'est a working class hero is something to be. C'est un working class hero dans le film. C'était un film sur la lutte des classes et qui s'inspire beaucoup, Ridley Scott, de l'imagerie nazie et en particulier des films de Leni Riefenstahl comme Triomphe de la volonté. Et on voit effectivement que les nazis partageaient également l'aigle comme emblème. Nous, c'est le coq en France, ça fait moins peur. C'est vrai qu'on voit ces effigies un peu partout dans le film. Mais moi, j'étais étonnée quand je l'ai vu la première fois. Ouais. Et puis l'entrée en Rome de Commodus, de Commode, tu vois. Ça fait plus ridicule aussi quand on dit commode. Et qui n'est pas du tout commode. Bravo. Et ça fait penser effectivement au documentaire qu'on voit sur les nazis. Le film est un énorme phénomène culturel à sa sortie. Ouais. Ridley Scott, qui avait du mal un petit peu avant, avait traversé un peu le désert lui aussi, se retrouve de nouveau un metteur en scène vedette et ça relance sa carrière pour les 20 ans à suivre. Il continue à faire des films aujourd'hui, on voit avec Napoléon. Napoléon qui a l'air d'être une espèce de gladiateur avec Napoléon, tu as vu ? C'est ça. Ouais. Et l'ignoble Commode dans le rôle principal. Ouais, magnifique. Joaquin Phoenix qui est devenu un des principaux acteurs hollywoodiens. Il paraît-il est très étrange dans la vie, mais il est quand même extraordinaire. Et c'est une très grosse année de cinéma. Je voulais juste rajouter que quand le film est sorti en 2000, il n'est pas très 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 bien accueilli par la critique. Même les cahiers de cinéma ne donnent qu'une étoile sur 4 à ce film. Ouais. C'est étonnant quand même. Et ils disent que si ce n'était pas Russell Crowe le seul à faire les choses simplement, sans les sbroufs, on conseillerait volontiers aux spectateurs d'aller voir ailleurs. Il faut aller le faire pour un film de si grande ampleur. Cette année-là, tu as le 6e sens, Mission Impossible 2, Castaway, What Women Want, Meet the Parents, X-Men, Crouching Tiger, tu sais. Mm-hmm. Donc c'est vraiment une très grosse année de cinéma. Il y a aussi Traffic, Almost Famous, American Psycho et The Patriot. Et à propos de Patriot, ce film relancerait sinon le péplum, les films épiques. Puisqu'on voit très peu de temps après Le Dernier Samouraï, un excellent film de Edward Zwick, avec Tom Cruise, qui était également pressenti pour le rôle de Maximus. 3, qui suit, avec Eric Bana et ton chéri Brad Pitt, Irina. 4, qui suivra. Bravo Alfayette, tu fais partie de l'équipe, hein, c'est bon. Alexandre, le film d'Oliver Stone, qui est un petit peu étrange, avec Colin Farrell. Et Kingdom of Heaven, du même Ridley Scott, qui ne rencontrera pas complètement son public, mais qui, dans sa version Director Scott, est plutôt un bon film. Et plutôt un presque chef-d'œuvre. Voilà, j'ai un peu de mal avec Orlando Bloom, mais le film est formidable. Le film est beau. Et 300, tu as vu ce film 300 de Zack Snyder où on fait que des chiffres aujourd'hui alors. Non voilà. Même le 300. Tu l'as vu Philippe 300 ? Oui, que j'aime bien sans plus, hein, mais j'ai bien aimé le traitement de l'image, quoi. C'est là où ils ont des abdominaux faits en numérique. C'est ça. Ouais. J'aimerais bien voir ça. Je m'en suis fait faire. Regarde, c'est Philippe. Je m'en suis fait faire. Philippe, soulève ta chemise, s'il te plaît. Prochaine fois au film. Mais même Le Seigneur des Anneaux ou Game of Thrones prend beaucoup à la grammaire de Gladiator et à ce côté épique. Ce qui est drôle, c'est que le film suivant que fait Ridley Scott, qui est redevenu donc une vedette, un metteur en scène vedette, c'est Hannibal, tu sais, la suite du Silence des agneaux. Et lui, on lui amène le script d'Hannibal, il dit « Mais attendez, je viens de faire un péplum, je vais pas faire Hannibal traversant les montagnes, les Alpes avec ses éléphants. » Il savait pas que c'était Hannibal Lecter, tu sais. Lecter. Que tu fais très bien d'ailleurs. Oui, I hate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Bravo. Le meilleur Hannibal est décerné à Jean Weber. J'ai eu des frissons. T'as eu peur, hein. Scott ferait 4 autres films avec Russell Crowe. Ça devient sa muse pendant un petit moment. Il y en a un qui est un petit peu ridicule, c'est celui où il boit du vin, Russell Crowe, dans le sud de la France. Aïe. Beautiful Year, je sais pas, avec Marion Cotillard. Ah oui, la meilleure année. Voilà, la meilleure année. Et Didier Bourdon. Oui, exactement. Notre Russell Crowe. C'est encore le film sur les alcooliques. Ouais. Mais quels sont les autres films ? Il y a Robin des Bois, qui n'était pas terrible non plus. C'est pas un chef-d'œuvre, non ? Non. Tu sais qu'au départ, ça s'appelait Nottingham, et ils avaient inversé les rôles. C'est-à-dire que Nottingham était le héros, et Robin des Bois était une espèce de Che Guevara ou de rebelle, tu vois. Ça aurait été intéressant. Qui foutait la merde. Et tout d'un coup, Russell Crowe a lu le script, a accepté de le faire, et puis il a dit « Ah bah non, pourquoi c'est pas le héros ?» Et il sort reparti de nouveau. Il était un peu trop vieux déjà à l'époque. Ouais. Il reprend sa coiffure de Maximus. Et on parle ces jours-ci d'une sequel, d'une suite, tu as vu ?
Le Gladiateur. Qui est quasi tourné. Qui est quasiment je crois. tourné, Ouais, effectivement, et qui est l'histoire, je crois, de Lucius, le fils de Maximus. Alors apparemment, Nick Cave, le chanteur. Il y aura une suite de Ouais. Gladiator. Ouais, mais je crois pas que Russell Crowe apparaisse dedans. Non. Tu vois, le fils écorché vif et crucifié, je sais pas comment il va faire. Peut-être avait-il un fils qui caché. Caché. Oui, peut-être. Ouais. Fils caché. Comme d'habitude au cinéma. Mais le scénario qu'avait écrit Nick Cave était une espèce de gladiateur à travers les époques. C'était très étrange. Le Christ apparaissait aussi et tout. Et c'était une espèce de sympathy for the devil, tu vois, à travers les âges, qui se terminait même carrément dans les années 2000. Et ils n'ont pas gardé le script et ils vont faire un péplum plus traditionnel. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, le commentaire play-by-play, la vision du film en Weberama. Alors, le film dure 2h35, donc un film très très long. Titre alternatif, qu'est-ce qu'on a fait au bon de Zeus ? Et c'est ce qu'on appelle un Swords and Sandals. Tu sais, tu connais ce genre, hein ? Ouais. C'est quoi la sandale ? Tu sais, ils ont des sandales à l'époque des péplums. En français, ça s'appelle des mandales et des sandales, ce genre. Qu'est-ce que c'est joli. C'est bien sûr totalement faux. Ça aurait été mieux s'ils appelaient comme ça le film. Hein. J'aime bien. Mais c'est impressionnant tous les figurants qu'il a dans cette forêt au début. Et Richard Harris est magnifique et il rappelle un petit peu le roi Richard Cœur de Lion qui jouait dans La Rose et la Flèche. tu te Oui, c'est rappelles ? vrai, exactement. Ouais, on dirait un peu une continuation. Et c'est un acteur magnifique. Dès qu'il est à l'écran, il se passe quelque chose. Ah, il ferait également American Gangster, Ridley Scott aussi. Avec Crowe. Avec Crowe, Avec Crowe. c'est ça. Et je crois que c'est Body of Lies aussi, le film avec DiCaprio et Crowe sur les espions. Où là, par contre, il avait un très mauvais rôle, Russell Crowe, et il disparaissait quasiment. Il faisait pas grand-chose. Le rôle, c'était Non. Leo, effectivement. Il y a une très belle scène où le Celte, je crois, arrive avec la tête coupée d'un général romain et que un des sénateurs romains dit « People should know when they're conquered ». Et tu as tout ce dialogue extraordinaire de Logan dont tu parlais en intro. Les Saxons, d'ailleurs, c'est pas des Celtes, ce sont des Saxons, ressemblent au personnage de Braveheart, tu as vu ? C'est vrai. Ouais, ils ont cette même sauvagerie. Russell Crowe, par moment, est encore un petit peu potelé. Et c'est des restes de Insider, où il avait donc pris ses 40 pounds pour jouer ce type qui balançait l'industrie du tabac en Amérique. Et ça rappelle un peu Christian Bale, tu sais, qui après Le Machiniste, où il avait pris, je sais pas, il avait perdu 50 kilos pour un film qui s'appelle Le Machiniste, que personne n'a vu. Ça arrive parfois comme ça que tu te fasses beaucoup de mal à la santé pour rien. Et enchaîné par Batman, genre 6 semaines après. Donc il a été obligé de manger des protéines à tout va et de faire de la salle. Et il a un côté très... C'est des corps, il s'abîme énormément le corps. C'est cette espèce de régime yo-yo que tu connais bien, Philippe. Mais j'arrête pas. Le lundi, je pèse 50 kilos. Le mardi, 160. Et le mercredi, abdominaux numériques. La dure vie des comédiens. Mais les Romains, quand on les voit ensemble, on ne peut pas s'empêcher de penser à Astérix aussi quand même. Il y a un côté pour nous, français. Oui, Tout à fait, ouais. Et ce qui est magnifique, c'est que Maximus a un chien, tu as vu ? Oui. Maximus, c'est un petit chien, Ouais, c'est vrai. ouais, c'est formidable. Comme Mad Max, c'est Mad Maximus. Et quand il dit « What we do in life echoes in eternity », ce que nous faisons dans la vie a un écho pour l'éternité. Donc, c'est des phrases magnifiques qui restent. Et il sait véritablement motiver ses troupes. Tu as vu, quand il parle à ses hommes, on sent qu'ils sont prêts à aller mourir pour lui, quoi. D'ailleurs, ça doit être tous des intellos, parce que pour comprendre cette phrase, Ils ont dû faire bac plus 5. Mais Joaquin Phoenix est extraordinaire. Il y a des scènes de plans coupés où il est dans l'arène, tu sais, où on le voit simplement rire ou faire le fou, et on sent que Ridley Scott est tombé amoureux de son acteur. Et il y a des moments où il est encore plus Joker qu'il ne l'est dans le Joker. Tu as vu, avec il a même ce regard en dessous qu'on appelle le Kubrick stare, qui est, tu sais, tous les personnages de Kubrick à un moment ou à un autre. Voilà, bravo, tu le fais très bien. J'essaye. Fais-le à la vidéo pour Romain. Voilà, pour symboliser le moment où la folie s'empare complètement du personnage. Et Joaquin aurait été merveilleux dans un film de Kubrick. Et quand il arrive pour la première fois avec Richard Harris, donc son père, et il lui dit Have I missed the battle ? Est-ce que j'ai raté la bataille, tu vois ? Donc il est lâche en plus. Mais il y a un truc qui fait Ouais. formidablement bien Joaquin Phoenix, et que je pense pas beaucoup d'autres acteurs auraient pu rendre, Ouais, c'est c'est un enfant. ouais, absolument. Ouais. Ça reste C'est un enfant. C'est un affreux enfant, mais c'est un enfant quand même. Et ils ont fait des reshoots, bien sûr, et notamment une scène, parce qu'ils se disaient Russell Crowe va se retrouver face à ce petit enfant dans l'arène et va n'en faire qu'une bouchée. On voit Joaquin se battre dans la forêt avec ses hommes, torse nu. Et ça, c'est un reshoot à l'aube. C'est très bien filmé par Ridley Scott. Et pour montrer que c'est quand même un type dangereux avec une épée entre les mains. Ouais, c'est Un vrai. glaive. On emmène Russell Crowe dans la forêt pour le tuer comme Blanche-Neige, tu as vu ? C'est vrai. Ou comme dans la Mafia aussi. Tu as un très bon épisode des Sopranos où il est mis en scène par Steve Buscemi, où on amène un type pour le tuer dans la forêt.
Et le premier de combat de gladiateurs est très Mad Maxien. On sent l'influence de George Miller quand même à travers le film. Et chacun des combats de gladiateurs a sa personnalité. Ils sont traités de façon différente. Et on sent vraiment tout ce qui a pu attirer le grand Ridley Scott. Le personnage de Commodus, donc, je parlais de Caligula, il est très proche de Malcolm McDowell aussi, dans le Caligula. Oui. Non, énormément. Ouais. Ouais, il est très proche de Narcisse aussi, historiquement, Ouais. il paraît. Hein. C'est ça. C'est celui sur lequel il est basé. Ouais. Non, Narcisse, c'est le gladiateur qui a tué Commodus. Commodus, ouais. Ouais, qui l'a tué dans son bain. Ah oui, c'est vrai, ça. Voilà, dans sa baignoire. C'est plutôt ça. Ouais. Panem et Circem, Philippe. Circenses. Circenses, bravo. Ouais, Ouais. C'était un test pour tester ton latin qui est impeccable, je vois. Ah ouais, je suis trilingue. Du pain et des jeux. Crow joue un espagnol comme Sean Connery dans Highlander. T'as vu, il est aussi crédible. Le Spaniard. Juan Sanchez Villalobos. Elle a un bel accent, hein. Marseillais. Ce qui est bien, c'est qu'il n'essaye même pas ça que j'adore, moi. Il Ouais. s'appelle Spagnard, il parle comme tout le monde là-bas, mais c'est pas grave. Mais ça, c'est bien, je trouve, parce que c'est vrai qu'il avait fait un accent espagnol pendant tout le film, ça aurait été Ça difficile. aurait été cauchemar. Mais ça explique pourquoi il voulait Banderas au début et prendre un acteur qui soit beaucoup plus proche du rôle. Ah oui, il y a un combat qui est formidable, c'est avec cette Amazone noire, tu vois, qui est coupée en deux par le chariot. Et là, on sent l'hommage à Ben-Hur. Ah oui, Oui, c'est vrai. complètement. Ouais, On elle est sent. extraordinaire, cette actrice. Ouais. Elle est très, très impressionnante. Et, Tu la connais? Tu Oui, sais qui personnellement, bah, bien sûr. Bien Non, non. sûr. Oui, c'est quand on était sur le tournage, on l'avait croisée. Et voici Johanna. Elle est avec nous aujourd'hui. Oui, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des longueurs cette fois-ci en le revoyant. Peut-être Oui, ces 10 je suis minutes d'accord. ou 15 minutes de trop dont on parlait dans tous les grands chefs-d'œuvre du cinéma. Et qui était encore pire dans l'Extended Cut, qui est une version longue Ouais. de Gladiator, et Ouais. où tu as un rôle secondaire, très secondaire dans le film, qui est une espèce d'énorme colosse, tu sais, parmi les gladiateurs, Ouais. qu'on voit de temps en temps et qui a un rôle, un petit rôle, quoi. Et dans la version longue, on le voit beaucoup, Ah oui. et il a sa propre histoire, et ça alourdit le film de manière insensée. Ouais, c'est vrai. Mais ce personnage, en parlant de Gladiator, qui s'appelle Tigris de Gaulle, tu sais, Hmm. celui qui arrive avec ses tigres, au départ, il voulait Arnold Schwarzenegger pour faire le rôle. Ça aurait été drôle. Ça aurait été drôle, mais je pense pas qu'il aurait fait un si petit rôle. Russell Crowe est totalement christique à la fin. C'est quand même un martyr, tu as vu? Ouais. Ouais. Absolument. Ouais. Ça fait pleurer aussi dans les chaumières. Il y a ce plan sublime où il flotte par-dessus les blés, tu te souviens? Ouais. Où il est en train de mourir et Ouais. il flotte par-dessus les Avec blés. la main qui passe. Enfin, c'est une image qui revient en plus. Très beau, Ça ouais, commence c'est- par cette image. C'est surnaturel d'ailleurs, parce il a atteint Elysium, qui est le paradis des gladiateurs, le paradis des Romains, et c'est très beau. Moi, c'est encore un film qui me fait pleurer, hein, par exemple. Vous avez remarqué qu'en Ouais. tant qu'ignoble macho, et je t'inclus là-dedans, Irina, nous n'avons même pas parlé de Connie Nielsen. Ouais, Non, c'est vrai. C'est vrai que vous n'avez pas parlé. Oui, de- toi non plus, je te dis. Ouais, mais moi, c'est normal, parce que c'est une femme très belle, Non, elle est magnifique magnifique, c'était actrice. le rôle que voulait Jennifer Lopez et qui a finalement été à Ouais. Connie Et que j'aurais Nielsen, beaucoup aimé aussi, mais bon, on ne me l'a pas proposé. et qui est dans Game of Thrones, qui est fantastique, Connie Ouais. Nielsen. Non, je crois pas qu'elle soit dans Game of Thrones. Non, ah non, je confonds. avec Lena Headey. Ouais, je les confonds toujours toutes les deux. C'est la sœur de Leslie Nielsen, non? C'est ça, on est vachement au point au niveau Vachement des pas bio. au niveau du personnage dis n'importe féminin, quoi, le des casting biographes. féminin. Il est super. Bon, il vaut mieux qu'on s'aventure pas là-dessus. Là-dedans, J'aurais peut-être pas dû aborder le sujet. Non. laisse tomber la fille. Lou Ferrigno a failli jouer aussi Tigris de Gaulle. Je Mhm. vois dans mes notes, tu sais, Lou qui est Lou Ferrigno. Qui est Lou Ferrigno? C'est le mari de Connie Nielsen. Non, c'est le type qui a joué Hulk à la télévision. Ah, c'est lui. Ouais. Je qui comprends. était un type que... Mais Schwarzenegger. finalement, ils ont fait les essais, il était trop vert à l'image. Donc ils n'ont pas pu le Ça garder. virait au vert. Qu'est-ce qu'on apprend avec vous? Ah oui, oui, on a des encyclopédies vivantes, nous. C'est génial. J'adore faire ce podcast. J'apprends des choses. Si quelqu'un a encore quelque chose à dire sur Gladiator, qu'il le dise ou qu'il se taise à tout jamais. J'adore cette qualité de silence. Hmm. C'est magnifique. Bien, merci mes cinébuddies pour ce voyage dans la Rome antique. Vous fûtes de vaillants combattants. Et on se retrouve très vite pour un nouveau podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez Kinopod. Et maintenant, voici venue l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Irina Linova et je vous embrasse. Philippe Sedbon. Mao. Mao. Parfait, je fus Jean Weber pour Kinopod. Et maintenant, Morituri et podcastante,
ce que nous podcastons dans cette vie résonne pour l'éternité. Oui, les amis, les Kino Buddies, les Ciné Buddies. J'ai oublié de vous raconter une anecdote sur le plateau. Est-ce que Philippe sait ça, mais peut-être que Irina ne le sait pas, et c'est très important de le mentionner quand on parle d'un film comme Gladiator, mais Oliver Reed s'était fait tatouer la bite. Tu savais ça, Irina ? Non. Oui, c'est vrai. Mais j'aimerais bien voir ça. Et ça, beaucoup de gens le savent. On va arranger ça pour après l'émission. Mais beaucoup de gens le savent, ça, Philippe. Toi, tu le savais, Philippe. Moi, je le savais parce que Robert Vaughn me l'avait raconté. Et la première fois qu'il a rencontré Oliver Reed, Ouais. il l'a adoré. Donc, Vaughn, il lui a tapé sur l'épaule. Il dit, t'es mon pote, toi. D'ailleurs, regarde. Il Ouais. est monté sur la table du restaurant. Et il lui a montré Et son il a mis sexe. sa bite sous le nez. Waouh. Et Vaughn ne savait pas ça, comme il était très élégant et tout. Il ne savait pas comment réagir. Donc, il a fait une petite mimique, tu sais, genre, très bien. Mais moi, j'ai continué mon enquête un peu plus loin parce que ça, donc, c'est de notoriété publique et j'ai découvert ce qu'il y avait de tatoué sur sa bite. Alors, au repos, c'est PN et quand il est en érection, c'est Philippe Sedbon. Je suis accablé. Quelle histoire géniale.